go down. Salut les carrés du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon avec Laurent Baffy. Et j'accueille Yann Moix. Ça va Yann? Très bien. Alors pour vos derniers Moix d'or, cette semaine, vous allez faire vos excuses? Oui, à mes têtes de Turc préférées. Les plus moix dorisés de l'année vont Voilà. y repasser une dernière fois. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais d'abord, c'est l'heure de la battle. Battle de ce soir, sommes-nous seuls dans l'univers avec Elisabeth de Caligny, Nelson Montfort, Yvan Kiriot, Laurent Alexandre et Gérald Bronner. Et voilà, Nelson Montfort et Yvan Kiriot. Bonsoir Nelson. Bonsoir. Vous êtes journaliste sportif. Yvan, vous êtes journaliste scientifique et docteur en histoire des sciences. Et vous publiez tous les deux OVNI, sommes-nous seuls chez Michel Lafon. Bienvenue parmi nous. Elisabeth de Caligny, bonsoir. Vous êtes essayiste. Et vous publiez Rencontres avec des humains d'outre-espace aux éditions Le Temps Présent. Bienvenue parmi nous. Merci. Laurent Alexandre, bonsoir. Vous êtes chirurgien, entrepreneur et auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date, on vous a reçu dans les Terriens du dimanche. L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie chez Lattès? Très très bon bouquin. Bienvenue parmi nous. Et Gérald Bronner, bonsoir. Vous êtes sociologue et professeur de sociologie à l'université Paris Diderot. Votre dernier livre est paru chez Grasset et s'intitule Déchéance de rationalité. Bienvenue parmi nous. Mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto, Serge. Salut les terriens, vous vous souvenez du premier générique de l'émission? Il reprenait le message gravé sur la sonde Pioneer 10, lancée en 72 par la NASA. Ce message était destiné à présenter l'humanité aux extraterrestres, et Pioneer vogue désormais dans l'espace comme une bouteille à la mer. Du coup, avant de se quitter, posons-nous une dernière question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Avant, seuls quelques illuminés croyaient que la vie pouvait exister ailleurs que sur Terre. Il y a une soucoupe dans ton sang. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on a déjà identifié plus de 4000 planètes où la vie pourrait se développer. Et ce n'est qu'un début, puisque l'an dernier, la NASA a lancé un satellite pour découvrir de nouvelles planètes semblables à notre bonne vieille Terre. D'ailleurs, pas besoin d'aller très loin pour espérer découvrir une trace de vie. Europa est une lune de Jupiter recouverte d'une épaisse banquise qui cache un océan. Et si la vie se cachait sous la glace? On le saura bientôt, puisque la NASA va envoyer une sonde en 2023 pour vérifier. Qui sait, on découvrira peut-être une bactérie inconnue, une algue inédite, bref, une autre trace de vie. Forcément, ça ouvrirait des perspectives. Selon les calculs des astronomes, notre galaxie compte 100 milliards de planètes. Et il y a des millions de galaxies. Alors, si la vie existe ailleurs dans l'univers, elle n'est pas forcément restée au niveau primitif. Des êtres plus intelligents que nous existent peut-être. Peut-être même qu'ils disposent d'une technologie très avancée qui leur permet de visiter la Terre. Et si Nelson Montfort les avait vus? C'est ce qu'il raconte dans son dernier livre. Mais il n'est pas le seul. Des milliers d'autres terriens affirment avoir vu des ovnis. L'ancien président américain Jimmy Carter en a lui-même croisé en 69. Bien sûr, si les extraterrestres existent, on aimerait les rencontrer. Mais pas sûr que ça soit une bonne idée.
Selon Stephen Hawking, si des extraterrestres venaient sur Terre, ils seraient forcément plus avancés que nous et n'auraient aucun mal à nous coloniser, au risque de faire disparaître l'humanité. Et voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Tout commence en décembre 1984. Nelson Montfort se trouve aux Arcs, en Savoie. Il fait nuit. Une nuit noire parsemée d'étoiles. Soudain, il voit un objet horizontal, extraordinairement lumineux, qui se déplace au-dessus des cimes des montagnes, avant d'osciller à 45 degrés pour foncer à une allure vertigineuse vers le ciel. Nelson, vous étiez ce jour-là avec 2 amis. Oui, et c'est une observation qui a dû durer peut-être une dizaine de secondes, une douzaine de secondes. Ça paraît court, mais lorsqu'on est face à cela, c'est très très long. Je précise en outre que cet objet ne faisait absolument aucun bruit. Et après cela, j'ai voulu simplement aller plus loin. Et en compagnie d'Yvan, je pense que nous sommes allés plus loin dans ce livre qui est, je crois, une enquête très sérieuse, mais écrite de façon, on va dire, colorée. Mais vous êtes sûr que c'était pas un avion, que c'était pas un hélicoptère, que c'était pas une comète, que c'était pas une étoile filante? Rien de tout cela. Vous êtes sûr? J'en suis absolument convaincu. Ce n'était pas non plus une rentrée de satellite dans l'atmosphère, ce n'était pas non plus une étoile filante, qui n'ont absolument pas ces trajectoires. En plus, si vous voulez, l'objet n'était pas très loin, j'estimerais peut-être à 2-3 kilomètres, mais un objet extraordinairement lumineux et tout à fait silencieux. Qu'est-ce que ça pouvait être 35 ans après? Je me pose encore cette question. Donc pour vous, c'est une rencontre du premier type, c'est-à-dire l'observation. Ensuite, il y a les rencontres du deuxième type, c'est-à-dire les traces que laissent les ovnis, des traces de brûlure, par exemple, sur un sol. Et les rencontres du troisième type, évidemment. Le contact. Alors Yvan, vous soulignez dans le livre la concordance des témoignages entre les différentes apparitions. C'est-à-dire d'abord des objets très lumineux, silencieux, extraordinairement silencieux, et puis un temps d'arrêt avant une accélération foudroyante. Voilà, aussi bien la capacité de voler en vol stationnaire que des accélérations qui sont connues d'aucun bolide terrestre répertorié. Ouais. Alors vous évoquez tous les deux dans le livre les cas d'abduction. Alors l'abduction, c'est quand vous êtes enlevé par des extraterrestres. Alors vous citez l'exemple de Antonio Vilas Boas, brésilien, qui en 1957 est enlevé par des aliens dans un astronef, et il a raconté avoir eu des rapports sexuels avec une alien sexy, au visage triangulaire, menton pointu, cheveux platine, yeux de félin bleus. Oui, alors ça c'est évidemment typiquement le genre de témoignage qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution. C'est-à-dire, je crois que c'est ce qui fait le sérieux de ce livre. C'est-à-dire que nous ouvrons des portes qui, à mon avis, sont très sérieuses, des portes appuyées par des scientifiques, des portes appuyées par des pilotes de chasse de l'US Air Force, voire d'astronautes de la NASA. Le mec qui a été enlevé par les extraterrestres, la fille au menton pointu, aux cheveux platines et au regard bleu. Là, c'est un petit peu plus pointillé. D'accord, mais enfin, il est quand même devenu avocat après. C'était pas complètement un écervelé. Oui, Ce qui est vrai, par contre, c'est que beaucoup de témoins, enfin, on s'attend à avoir des témoins un peu farfelus, enfin, des gens qui sont versés dans l'irrationnel, et c'est la plupart du temps pas le cas. On rencontre des témoins assez ordinaires. Alors, Elisabeth de Caligny, comme Nelson Montfort, vous avez vu un ovni, vous l'avez même photographié, et vous regrettez finalement l'omerta qu'il y a en France sur l'observation des ovnis. Ah oui. Contrairement aux pays anglo-saxons, où c'est beaucoup plus libre. C'est comme Tchernobyl. Hein. Le nuage a fait le tour. Chez nous, les ovnis, c'est pareil. Ils tournent autour, ils atterrissent jamais. On les voit jamais. Bon, en fait, moi, la première fois que j'en ai vu un, j'avais 9 ans. J'étais avec mon grand-père, qui était un centralien et qui n'était pas un rigolo. Et on a vu une étoile se déplacer d'un seul coup, se mettre à grossir. Et le truc s'est arrêté au-dessus de nous, mais énorme, blanc, mais comme une lumière blanche liquide. Et d'un seul coup, on a vu un faisceau tronqué qui n'éclairait pas, qui est descendu là. Mais ça n'a même pas été jusqu'au sol et ça n'éclairait pas. Et ensuite, le machin est reparti, ça a diminué et il ne pleut plus rien. Alors, vous dites qu'il y a des preuves scientifiques, mais les médias préfèrent nous faire passer pour des fous délirants. Ah oui.
C'est évident. Mais il y a des preuves, il y a des implants. Le docteur Leur aux États-Unis, il s'est occupé de ces trucs-là. Vous avez des implants au milieu du cerveau, il n'y a aucune trace extérieure. Et là, si on enlève l'implant, la personne, elle est disjonctée. Hein, on ne peut pas y aller. Bon, il y en a dans les mains, les pieds, le nez. Ils nous mettent des implants, les extraterrestres. Oui, ils mettent des implants. C'est surtout les gris qui font ça. Parce qu'il y a plusieurs espèces. Hein. Donc le gris, lui, il vous emmène sur les vaisseaux, il vous met sur les tables d'opération. En général, vous êtes zappé au niveau de la mémoire. Mais il y a des preuves, des fois physiques. Il y a des brûlures, il y a des marques. On est kidnappé par un petit gris, en général on en bave, et ça le grand public n'en parle pas assez. Ben voilà, mais ils sont très psychiques. Hein. Alors, Laurent Alexandre, pour vous, inutile de le dire, tout ça c'est du pipeau, vous dites, s'il y avait des ovnis, la science mondiale et militaire les observerait. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas de preuve scientifique de la présence d'ovnis. Le scanner a jamais montré des implants dans le crâne des gens. Et des scanners, on en fait des milliards et des milliards. Des IRM, on en fait des milliards. Des radios de crâne, presque tout le monde en a. On n'a jamais vu d'implant extraterrestre. Mais qu'il y ait des gens qui pensent qu'il y a des implants dans le cerveau, ça n'a rien d'extraordinaire. Il faut savoir qu'en France, 1% des Français, 600 000 personnes, souffrent d'une pathologie psychiatrique s'accompagnant de délire. Et oui, 600 000. En France, il y a 600 000 délirants. Donc, de voir des implants dans le cerveau, pour un délirant, c'est banal. Et des rapports sexuels entre des extraterrestres, et puis, c'est aussi banal. Donc, il y a une dimension psychiatrique. En tout cas, pour ce qui est des implants, s'il y avait des implants dans le cerveau, au scanner, on les verrait. Après, de dire s'il y a des ovnis ou pas, aujourd'hui, c'est vrai que les militaires ne les voient pas. Il est possible que certains phénomènes soient des phénomènes météorologiques qu'on voit vraiment, voire des armes nouvelles. On sait qu'en ce moment, les Américains, les Russes et les Chinois développent des navettes hypersoniques qui vont entre 5 000 et 12 000 km à l'heure. Peut-être que ça donne des comportements comme ceux que l'on observe, mais ce ne seraient pas des ovnis, ce seraient des armes encore cachées. Donc globalement, il n'y a pas beaucoup d'indices pour penser qu'il y a des extraterrestres. Les implants intracérébrales, c'est du domaine de la psychiatrie. Et les gens qui pensent qu'on a des implants des extraterrestres, il faut les mettre chez le psychiatre et leur donner des médicaments pour qu'ils aillent mieux. Alors Gérald Bronner, vous avez publié « Pourquoi les soucoupes volantes n'existent pas ?» Vous parlez, vous, quand même, d'épidémie de crédulité. Hein. Oui, je crois que, d'abord, d'une façon générale, notre société est frappée d'épidémie de crédulité. Et si vous vous occupez pas un peu des croyances, bientôt elles vont venir s'occuper de vous. Ouais. Donc il n'y a pas de croyance totalement anodine. Ça peut sembler divertissant, amusant, et je n'interdis évidemment à personne de croire ce qu'il a envie de croire. Moi-même, pour dire la vérité, j'adorerais que ce soit vrai. J'adorerais qu'il y ait des soucoupes volantes qui viennent. Enfin, qui n'aurait pas envie de ça? Simplement, je refuse que mon désir fasse de moi l'esclave de la crédulité. Vous voyez, c'est une façon de se tenir dans le monde. Et en l'occurrence, il existe possiblement des vies ailleurs, pour les gens qu'on habite, exoplanètes, etc. Une autre chose est de savoir s'ils ont les moyens technologiques de venir jusqu'à nous. Et là, c'est une hypothèse extraordinaire. C'est pas impossible, mais simplement ça contredirait les lois de la physique telles que nous les connaissons. Mais c'est pas impossible. Eh bien, par exemple, la vitesse de la lumière, il faut casser un certain nombre de plafonds des lois physiques telles que nous les connaissons. C'est donc une hypothèse extraordinaire, ce qui ne veut pas dire qu'elle est fausse. Mais pour qu'une hypothèse extraordinaire soit acceptable rationnellement, il faut des preuves extraordinaires. Or, à quoi est-on confronté en termes de preuves? J'ai bien parcouru votre livre. En fait, le gros morceau, si vous voulez, il a bien été dit, sont les témoignages. Et les témoignages dont on nous dit qu'ils sont convergents, mais c'est faux. Quand vous regardez vraiment la nature des témoignages, d'abord les extraterrestres, madame l'a bien précisé, sont de toutes sortes de natures. Vous avez des petits gris, des grands pâles, on dirait une chanson de Pierre Perret, quoi, si vous voulez, quoi. Et donc, je dis que le témoignage, c'est peut-être pas la preuve extraordinaire qu'on attend, et peut-être d'ailleurs, sans vouloir vous offenser, monsieur Montfort, que votre témoignage à vous aussi est un peu fragile. Vous voyez, réfléchissez à la mémorisation, parce que dans certaines interviews, vous avez dit, c'est en 1984, n'est-ce pas, que vous avez vu votre OVNI, mais dans certaines interviews, vous avez dit 1985, et dans d'autres 1983. Alors, pour vous, Laurent, les photos de Madame de Caligny, c'est du pipeau, c'est Photoshop, quoi. Vous voulez voir mes cartes numériques? Il n'y a pas de souci. Non, les implants intracérébraux me font penser que c'est délirant, parce que qu'il y ait des phénomènes météorologiques ou des armes nouvelles dans l'espace, pourquoi pas? Mais qu'on soit nombreux à avoir des implants dans le cerveau mis par les extraterrestres, ça relève de la psychiatrie. On est en plein délire. Mais lisez le bouquin du docteur. On a intérêt à ne pas encourager les gens à délirer. D'abord, les gens qui délirent sont malheureux. Ils ont un taux de suicide très élevé, donc il faut les protéger grâce à de bons médicaments. Et puis la société ne peut pas vivre sur un tel délire. Si les gens
si les gens pensent qu'ils ont des implants des extraterrestres dans la tête, ils vont devenir complètement cinglés. Déjà que les gens ne sont pas très rationnels, ils vont faire du complotisme paranoïaque à mort. Donc de convaincre une bonne partie de l'humanité qu'on a des implants mis par les extraterrestres dans le cerveau, c'est criminel d'un point de vue médical, sociologique et politique. C'est vraiment très mal, parce qu'on peut paniquer des gamins. Si on explique à des gamins qu'on est nombreux à être manipulés par les implants des extraterrestres, on va paniquer nos enfants. Et ça, c'est mal. C'est mal. Vous n'avez pas le droit de paniquer la jeunesse avec des conneries délirantes. Vous n'avez pas. C'est pas des conneries délirantes. Vous n'avez pas le droit. Elisabeth, ce que vous dites, c'est qu'il y a des gens qui sont persuadés d'avoir des implants d'extraterrestres dans la tête. Vous avez bien dit ça. Elle a dit non, c'est pas ça. C'est qu'on a repéré sur certaines radios de gens qui disent avoir eu des contacts avec des extraterrestres, des implants. C'est pas chez tout le monde, c'est des gens qui ont dit on a eu un contact. Et à un moment, ils s'en sont aperçus. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont mis à saigner du nez. Le plus souvent, parce que c'est dans le nez la plupart du temps. Et parfois, ils ont rejeté des implants. Et alors, je vais vous dire, je vous ai amené un petit truc. C'est de nature psychiatrique. Bon, alors je vais vous dire, le FBI est psychiatrique. Donc sur le site du FBI, où vous pouvez aller, vous avez des documents déclassifiés. Vous voyez ? 8 juillet 1947. Certaines parties du disque transportent l'équipage. Le reste est guidé à distance. Leur mission est pacifique. Les visiteurs contemplent la constitution de ce plan. Ces extraterrestres ressemblent aux humains, mais en beaucoup plus grande taille. Ce ne sont pas des humains excarnés, mais qui viennent de leur propre monde. Ils ne viennent pas d'une autre planète au sens propre, mais d'une planète éthérique qui est interconnectée avec notre plan dimensionnel et qui nous est imperceptible, etc. etc. Voilà, c'est ça l'explication. Vous dites qu'ils sont dans une autre dimension. Voilà. Donc c'est plus facile de venir parce qu'ils n'ont pas le voyage à faire. Il suffit de changer de dimension. C'est ça que vous dites. Mais c'est ça. C'est la physique quantique, c'est les multivers. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on les voit apparaître de certaines manières et disparaître de la même façon. D'accord. Alors Nelson, pense, si vous le permettez, oui. Ah oui, là, il faut que vous exprimiez. Déjà, peut-être un pronostic pour Roland Garros. Non, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que nous, notre enquête, elle est extrêmement sérieuse. Nous ouvrons des portes, nous ne donnons pas de réponse. Si, votre nous ouvrons des portes. est franchement pro-soucoupiste. Si un livre s'appelle Sommes-nous seuls, évidemment, ce n'est pas pour répondre oui, parce que sinon, ce livre n'aurait pas grand intérêt. Le livre est sous-coupiste ou pas ? Je ne connais pas le terme sous-coupiste, mais je ne peux pas imaginer que des dizaines de milliers, même de millions, mais admettons de milliers. Est-ce qu'il y a des louveteaux ? De centaines, et admettons même peut-être de dizaines. Vous allez me dire que tous ces témoignages, les gens sont faux. Mais je connais ce n'est pas possible. D'innombrables exemples sociologiques. Ce n'est pas possible. Monsieur, je connais d'innombrables exemples sociologiques qui convergent vers ce genre de choses. Non mais Nelson, vous l'avez vraiment vu. Non mais non seulement je l'ai vu, mais à aucun moment je n'ai contesté que M. Nelson ait pu voir des phénomènes mystérieux. Je réponds juste à la question. Le fait qu'on ait des implants dans le cerveau. C'est pas la même chose. Aucun radiologue. C'est pas la même chose. Aucun radiologue sur Terre n'a jamais vu d'implants intracérébraux mis par les extraterrestres. Et je le répète, chaque jour, on fait plusieurs millions de scanners. Non, il a travaillé avec Candeloro, il en a vu des phénomènes mystérieux. Ne prenez pas pour du mépris. Je ne le prends pas pour. Non, mais nous ouvrons des portes, professeur. Mais je pense que. Il y a un autre témoignage à Fatima en 1917. Écoutez, là, il y a des milliers de témoins. Je ne sais pas si Elisabeth. Il y a des milliers de témoins. Est-ce que tout le monde. Ça ne vous trouble pas qu'il existe de très nombreuses. Mais je vous donnerai qu'on revienne le 13 août, si je peux terminer une phrase. Si je peux simplement terminer une phrase. Pardon. Je vous donnerai de très nombreux exemples. Je travaille sur les croyances depuis plus de 20 ans maintenant, de convergence de témoignages à propos de choses qui n'ont jamais existé. Par exemple, très récemment, les attaques sur les Roms. Oui, c'était il y a quelques semaines. Des Roms se sont fait tabasser parce que, soi-disant, il y avait un certain nombre de témoins qui disaient qu'ils avaient essayé d'enlever des jeunes filles. Et quand on remonte le fil un peu sérieusement, plutôt que de prendre comme ça, a priori, ces témoignages, on s'aperçoit que tout se déballonne. Mais il n'est pas possible que tous ces témoignages... Moi, je vais vous opposer quelque chose. J'ai dans la poche une preuve, si ce n'est une preuve, du moins un argument terrible contre la croyance sous-coupiste. Je veux voir. C'est mon téléphone portable. Vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement, cet outil-là s'est développé de façon absolument exponentielle dans le monde. Ça veut dire que tout le monde aujourd'hui possède un outil qui permet d'enregistrer, de filmer ou de prendre des photos
de phénomènes, par exemple, extraterrestres. Si il y avait une présence extraterrestre, on aurait vu les témoignages exploser géométriquement. On ne Mais voit tout le pas monde ça. aurait fait des selfies. Exactement. Et il y a une Les gens feraient des constante- selfies avec les extraterrestres. Dans ce cas-là, Les j'ai un autre argument à vous opposer. Lorsqu'au XVIe siècle, Galilée a dit « et pourtant elle tourne », il a failli, si ce n'avait pas été pour la clémence du pape, il y laissait la vie, et pourtant elle tourne. Vous Si comparez aussi pas à au Galilée, 19e j'espère, siècle, quand même. Un peu non, quand même. Je vous dis, non, Ok. Et là, Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est fini. Yann Moix va nous faire le bilan, ce que vous faites très très bien, Yann. Bon Débat courage. passionnant. Ce qui Débat m'a d'ailleurs passionnant. passionné, madame, c'est que vous avez dit la première fois que j'ai vu un ovni. Ce qui prouve bien que lorsqu'on en a vu une première fois, on cherche la deuxième fois et la deuxième fois, on la trouvera. Ce qui est très agréable dans ce débat et dans ce sujet, c'est que pour une fois, on est dans le contraire du négationnisme. On ne dit pas j'ai pas vu, Oui. ça n'a pas existé, c'est j'ai vu et ça existe. Ça nous change un peu, Thierry. Et je voudrais quand même dire que ça nous renseigne aussi sur l'époque. C'est-à-dire que la grande époque des ovnis, c'était les années 70. Le GEPAN a été créé en 1977. Il y a Jean-Claude Bourret, etc. Dans Pif Gadget, il y avait des ovnis. Toutes les semaines, on voyait un ovni. Et celui qui n'en avait pas vu est une les sorte 70, c'est les pétards et l'acide de aussi. ringard. Le LSD. Alors, l'idée n'est absolument pas de se moquer de Nelson Montfort, quelqu'un d'éminemment respectable, et la moquerie est aussi bête dans ce sujet que l'ultra-rationalité. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il y a deux acceptions de la vie. Il y a l'acception des astrophysiciens. On démultiplie les probabilités de la vie parce qu'il y a un nombre d'exoplanètes infini, mais il y a aussi l'acception biologique et biologiste de la vie, qui est que la vie reste un miracle, indépendamment de toutes les statistiques. La statistique nous dit que la probabilité pour qu'advienne un cerveau humain est presque nulle. Enfin, je dirais que l'existence et la vie, c'est pas la même chose. Donald Duck ne vit pas, mais il existe pour mon petit-neveu. Et le jour où Quasimodo est mort, j'ai pleuré. Quasimodo ne vit pas, mais ça prouve bien qu'il existe. Et pour conclure, je ne dirais que ce ne sont pas forcément les esprits qui font tourner les tables, mais je me demande si le fait de faire tourner les tables ne fait pas exister les esprits. Oh là là, waouh, waouh. Elisabeth de Caligny, Nelson Montfort, Yvan Kirioff, Laurent Alexandre, Gérald Bronner, merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal, les Moix d'or. Ça va, Yann? Ça va, hein? C'est quoi le thème de la semaine? Les Moix d'or de ceux dont j'ai le plus parlé. À qui Ah ouais. j'ai le plus décerné de Moix d'or cette année, en Mais fait. vous allez vous excuser ou quoi? Un peu, mais enfin, Un vous peu, me mais pas connaissez. trop, quand J'ai quand même. même du mal à le faire. Ouais. Surtout quand j'ai raison. Ah ben là, il y en a une avec laquelle vous avez sûrement raison, c'est Anne Hidalgo. On commence avec elle. Anne Hidalgo qui n'a pas mis Paris en bouteille, mais qui a réussi à le faire bouchonner. Hidalgo, ennemi de l'essence, Hidalgo, le règne de l'inessentiel. Anne Hidalgo, tout partait d'un bon sentiment chez elle, ne pas polluer. Mais en fait, elle est d'une bonté morbide. Elle sera réélue, car de toutes les particules, hélas, c'est encore elle la plus fine. Oh là là, pas mal. Kev Adams. Alors, je suis désolé. Ouais, vraiment. Hein, Je parce n'aurais que pas dû m'en prendre à lui. il n'est pas content. Hein. Il ne m'a jamais rien fait de mal, en fait. Oui. Rien. Il a simplement demandé à ce que je coupe intégralement une ou deux saillies quand je faisais On n'est pas couché. Je suis désolé, je n'aurais pas dû m'en prendre à lui. Il ne m'a jamais rien fait de mal. Il est humoriste et il fait son métier. Être méchant avec lui m'a déshonoré, Thierry. C'est impur. Mais je dis à mes ennemis, si vous vous prenez pour des purs, je suis heureux d'être un salaud. Oh là là. M. Pokora. M. Pokora, j'ai honte également d'avoir attaqué M. Pokora. C'est d'autant plus injuste que si un jour je me suicidais, ce serait sur l'un de ses tubes. La première chose à faire en mourant, c'est de rougir de soi. Il faut un grand courage pour affronter la mort. Et il faut être un grand mystique pour affronter la mort et M. Pokora. Gad Elmaleh, c'est vrai que vous n'avez pas été très sympathique avec Gad. Non, je n'ai pas été très sympathique avec Gad. Gad Elmaleh qui est à Jerry Seinfeld, ce que Pierre Bachelet est à Jacques Brel. Ce que les Gilets jaunes sont à Gavroche. Ce que Laurent Wauquiez est à Marine Le Pen. Ce qu'Emmanuel Macron est à Giscard. Ce que M. Pokora est à Clo-Clo. Un clone, mais un clone triste. Oh là là. Marc Lévy aussi. Marc Lévy, je l'ai trop attaqué.
Oui. Par pure jalousie, Thierry. Oui, oui. J'ai vendu dans toute ma vie autant de livres que lui en 2 heures. Ce ne sont pas ses livres, d'ailleurs, que je trouve interminables. C'est son sourire. Il sourit trop et trop souvent, et trop longtemps. Et puis, il a l'air toujours de bonne humeur et en bonne santé. Ça m'agace. J'aime pas les gens qui font partie du gang des bien portants. Mais je suis un sadique, Thierry. Je n'aime que les auteurs qui souffrent. Et aussi les auteurs qui sentent le souffre. Mais il y a un autre problème. Ce qui me passionne et m'émeut, me bouleverse, ce sont les gens qui chutent. La chute donne une destinée à l'être humain. On n'est soi-même que dans la dégringolade. Si les livres de Marc Lévy sont des torchons, c'est que sa vie n'est pour l'instant que le brouillon de son destin. Oh là là. Marc Lévy est l'esclave de son bonheur. C'est parce que c'est un vendu que Lévy s'achète. Oh là là! Oh là là. Oh là là. Et pour finir, Thierry Ardisson. Un mois d'or à Thierry Ardisson. Merci à vous, Thierry. Merci, et là, il n'y aura pas de second degré. Merci à vous, Thierry, pour votre intégrité, pour votre humanité, pour votre punkité, votre amitié. Merci pour votre dignité, votre qualité, votre originalité et votre sensibilité. Et à ceux qui vous haïssent, simplement parce qu'ils n'ont pas le bonheur de vous connaître, et à ceux qui croient vous comprendre alors qu'ils ne comprennent rien, je dis, être compris est une humiliation plus grande que d'être incompris. La fosse commune est préférable aux funérailles nationales. Amen. Et surtout, Magnéto Serge. Merci. Alors, j'étais très heureux de vous donner cette liberté durant cette saison. Comme je l'ai dit souvent, vous n'êtes pas un chroniqueur, vous êtes un écrivain. Vous écrivez très bien en plus. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous cette année. Et j'espère que ça recommencera. Voilà. Merci, Thierry. Au revoir, Yann. Très heureux d'avoir été avec vous. Merci. Et nous, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens du samedi. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Laurent Baffy. Il est pour très longtemps. Et j'accueille Sophie Davant, Bilal Hassani et Pablo Mira. Non, reste là. Ne l'écoute pas, c'est son vieux coup de faire ça comme ça, et c'est terrible. Alors, bonsoir d'abord à tous les trois. Pardon, qui est Sophie Davant qui est... Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. On commence avec vous, Sophie Davant. Triomphe pour Sophie Davant. Non, c'est Bilal. Non, c'était pour ça. Non, c'est Sophie. Le pauvre. Sophie, le 21 août 2017, la première émission de Affaires conclues a attiré 250 000 téléspectateurs et 2 ans plus tard, vous êtes à 1,5 million. C'est un niveau qui n'a jamais été atteint sur France 2 depuis 2009. L'émission a même été déclinée le dimanche et en prime time. Nous en reparlerons. On parle même d'une série Sophie la Brocante. Non. Si, d'une série, mais pas Sophie la Brocante. Ah ouais, mais il y a une série. Ah bah. projet, un Mais si, projet. bien sûr. Avec Bernard de la Villardière qui va avoir des putes et qui fait affaire conclue. J'ai commencé par la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que France 2 vous supprime, c'est au programme. Sophie Davant avait envie d'en parler avec quelqu'un qui vit la même chose en ce moment. Et je pense que voilà, on a ça en commun aussi. On a toujours eu beaucoup de choses en commun. Beaucoup de choses, c'est vrai mais là, que je dois dire, c'est quand même... C'est vrai. Et ce qui est incompréhensible dans cette histoire, c'est que vous n'êtes pas un homme blanc de plus de 50 ans.
Non, c'est vrai. Ce qui veut dire quand même que la malédiction touche tout le monde. Mais Bon. c'est vrai que des femmes blanches depuis 50 ans, il n'y en a pas beaucoup. Non plus. Et donc, il en restait une, et Voilà. malheureusement, c'est dommage. C'est sûrement les 175 millions d'économies que France 2 doit faire, j'imagine. C'est la raison invoquée. Ouais. C'est-à-dire, tant qu'il y aura 12 000 personnes à France Télévisions, ils seront obligés de couper les budgets pour faire des émissions, vous êtes bien d'accord? Ouais, je suis d'accord, mais on s'est surtout attaqué aux émissions du matin sur France 2. Enfin, en même temps, ils auraient pu augmenter la redevance. Quoi? Attendez. On peut quand même dire que Delphine Ernotte ne fait pas que des bêtises et qu'elle a beaucoup de talent et qu'elle sait également prendre de très bonnes décisions. Quand il faut récupérer des émissions. On sait jamais. Oui, elle est bien, Delphine. On sait jamais en le temps. Alors, c'était très bien, c'est au programme. On va regarder avec un peu de nostalgie, évidemment. C'est au programme Magnéto, Serge. C'est quoi ce truc? C'est beau, hein? Hein? Courgette de Sardaigne. Courgette de Sardaigne. Ils sont doués, c'est ça. En revanche, ça c'est une aubergine douce. Oh non, Serge, j'avais dit pas ça. Chaque fois qu'elle vient, on fait les aubergines, les saucisses, tu vois. Franchement, hein. Non mais vous êtes toujours les mêmes. S'orienter un peu. Ah hein. non mais s'orienter, tu vois. Et rappelons que les aubergines donnent un petit goût à la ratatouille après. Alors, non, passez l'autre Magnéto, soyez gentil. Magnéto, Serge. Et vous dites que vous, à l'époque, quand vous sortiez de l'adolescence, la philosophie romaine vous a sauvé. Vous êtes passé d'un monde d'ombre et de ténèbres à un monde de lumière grâce à Lucrèce et à votre maître, Lucien Gerfagnon. Votre maison est bunkérisée, vous ne pouvez rien faire librement, comme aller vous asseoir à la terrasse d'un café, ce que vous dites, qu'il faut mesurer notre chance de pouvoir tout simplement se balader et aller prendre un café à une terrasse. Comment ça se passe justement quand on vous propose de tourner avec un jeune homme talentueux, certes, mais qui n'a jamais été acteur de sa vie? Est-ce que vous avez été un peu maternante, protectrice ou pas du tout? Et voilà. Je veux dire, quand même. Non, mais c'est ça qui était sympa dans cette émission, c'est de passer de l'aubergine à des invités comme ça, ou Absolument. En l'inverse. tous les cas, moi, j'ai fait une fois votre émission pour un livre. C'était impeccable. Vous aviez lu le bouquin, vous m'avez posé des questions super, donc je voulais quand même vous rendre hommage aussi à ce niveau-là. Magnéto, Serge. Elle enchaîne les tubes, hein, cette jeune femme. Oui, sur l'album, vous avez le duo avec Slimane, avec Claudio Elle Capéo. s'est arrêtée quelque temps pour s'occuper de ses enfants, on lui posera toutes ses questions, Elle mais là, c'est cloisonne. reparti de plus belle. Ouais. Elle s'appelle Charlotte dans la vraie vie. Mais vous savez tout, Sophie. Mais Bah je ouais, sais. Mais vous avez enquêté. C'est Jacqueline Ardisson. Vous, Jacqueline Ardisson. Et voilà. Donc, comment vous savez ça? Voilà. Alors, non, ce qu'il faut dire, c'est qu'Affaires conclues cartonne. Certes, c'est un gros succès. Mais là, bon, il n'y a pas d'invité à choisir, il n'y a pas de livre à lire. Enfin, Non, mais ce qui était génial d'avoir les deux programmes, parce que c'était complémentaire. Ouais. Donc, c'est sûr que là, je suis attristée de ne faire qu'Affaires conclues. c'est terrible. Les malheurs de Sophie, les bonheurs de Sophie, chantent dans la maison, dans les champs, dans les bois, la belle saison. Les malheurs de Sophie, Alors, moi, je vous ai toujours soutenu, on est d'accord, j'ai toujours cru en vous quand vous étiez au plus bas. C'était son souteneur à l'époque. Voilà ce que je disais, Serge. Alors aujourd'hui, effectivement, il vous reste 7 au programme. On verra en septembre. Moi, je crois que vous allez retrouver une grande émission en septembre. Ben, j'espère. Mais j'en suis sûr. Et voilà. J'avais prévu Affaires conclues. Et alors là, vous prévoyez quoi? Une émission un peu plus culturelle que Affaires conclues, voilà. Ouais. Qui s'appellerait Où canner mon aubergine qui mêlerait animation et prestidigitation. On va en parler. Alors, Bilal Hassani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enfin sur mon plateau. Oui. Ça fait des semaines, et vous le savez, que je vous attends. Magnéto, Serge. Bilal, tu es le bienvenu quand tu veux dans cette émission. Tu seras reçu, Bilal, comme un roi. La semaine dernière encore, on parlait de vous avec Laurent Ruquier, qui vous voyait dans le top 3.
Laurent Baffy, qui vous aime beaucoup aussi. Ah bah disait- c'était mon chouchou, moi. Ah oui, qui nous a dit qu'il allait J'étais gagner. persuadé qu'il allait gagner. Bah, moi aussi. Alors vous avez terminé à la 16e place, mais en même temps j'ai une théorie. C'est-à-dire que, en fait, perdre chaque année l'Eurovision pour la France, c'est un peu comme les cerises au printemps, Michel Drucker le dimanche, les érections le matin. Ça fait partie Quelle des mémoire. des choses qui rassurent. Alors ce que je préfère, Bilal, chez vous, c'est vos gimmicks. Quand vous dites bonsoir Paris. Ah, ça j'adore. Est-ce que vous pouvez me faire pour moi un spécial bonsoir Paris? Bonsoir Paris. J'adore. On peut essayer avec une autre ville pour voir? Non, Magnéto Serge. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Oh, Pas mal, pas mal. Thierry, tu peux le faire? Pour me faire plaisir. Bonsoir Paris. Yeah. Bonsoir Paris. Et le public, 3, 4. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. c'est génial. On va en parler de tout ça dans la 3e partie de l'émission. Nous parlerons de votre album Kingdom et Roi. Pablo Mira, bonsoir. Hey, Vous êtes humoriste. Bonsoir Paris. On vous Bonsoir retrouve- Paris. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. On vous retrouve sur la scène du Théâtre de l'Œuvre avec votre spectacle Pablo Mira dit des choses contre de l'argent. Ouais. Voilà. Mais aussi sur France Inter, dans le quotidien, donc sur la chaîne TMC, on en reparlera tout à l'heure. Mais d'abord, parlons de vos origines, c'est-à-dire le Gorafi, c'est ça qui vous a À fait la base. connaître à la base. Hein. Vous êtes l'un des initiateurs du site. Alors, le Gorafi, c'est un site d'infos parodique qui cartonne. Gorafi, c'est l'anagramme de Figaro. Je sais. Hein. Alors, il y a un problème avec le Gorafi, c'est que les vraies infos sont devenues encore plus folles que les fausses. Par exemple, si je vous dis, dans la Corriere della Sera, 80% des hommes pensent que le clitoris est un modèle de Toyota. C'est très drôle. C'est un article du Gorafi. Ils sont très bons, Gorafi. Ah, ils sont très bons. C'est On, très drôle. on est nombreux, hein, par Ouais, contre. ah hein, bon ouais. Bah, la clé pour essayer de garder un peu un niveau constant Ouais. depuis 9 ans bientôt, c'est d'être pas mal de gens qui balancent des titres et des articles. Mais quand vous avez vu, par exemple, Christophe Castaner dire que des gilets jaunes avaient attaqué l'hôpital... Ah, la salpêtrière, ouais. Ouais. Est-ce que vous avez pensé que vous auriez pu le faire, ça, quand même, non? On lui propose un CDI de rédacteur en chef. Ah ouais. Non, c'est comme ça, Ouais, directement. je pense, oui. Une offre d'embauche. Ouais. Quand vous voyez les tweets de Donald Trump, c'est pareil, quoi. Bah, Donald Trump, en vrai, c'est dur hein, quand on fait de la satire ou de la parodie, parce qu'il est tellement excessif dans ses déclarations, dans le nombre de casseroles qu'il trimballe, que c'est dur d'exagérer encore plus, quoi. Il a dit, par exemple, que le réchauffement climatique était une invention des Chinois pour détruire l'Occident. C'est énorme, c'est du Gorafi. En tous les cas, Pablo, s'il y en a un à qui vous devriez bien rendre hommage, c'est Patrick Balkany, quand même, parce que Balkany a quand même déclaré sur ce plateau « Je suis l'homme le plus honnête du monde ». Ben, il ne l'a pas dit, mais il ne l'a pas contredit. Magnéto, Serge. Alors, je vous ai invité ce soir parce que dans ces temps où nous avons tous besoin de retrouver confiance dans la politique, je tenais à avoir à mes côtés celui qui s'est défini lui-même comme l'homme le plus honnête du monde. Oui, tout Ah à oui, fait. c'était dans cette émission. Mais vous savez, il vaut mieux hein, quand on fait de la politique. Oui. Parce qu'on est, vous avez remarqué, extrêmement surveillé. Oui. Par les médias, Oui. par les procureurs, par les Oui. juges. Oui. Tout le monde essaye toujours de vous trouver des noises. Oui. Donc il vaut mieux être clean. Non mais, vous n'êtes pas, par exemple, l'homme politique le plus honnête du monde par rapport à Pasqua, non. Pasqua, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Pasqua, qui était un grand ministre de l'Intérieur, qui a été un grand patron des Hauts-de-Seine, grand président du Conseil général. Je vais vous dire, si vous voulez pas être honnête, il faut faire autre chose que de la politique. Et personne n'a jamais fait
de politique. Eh, vous êtes quand même gonflé. Faut faire politique pour gagner de l'argent. Vous pouvez quand même utiliser la conjugaison pour dire « je suis devenu récemment honnête ». Mais le présent est un peu gonflé. Je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui vous autorise à dire des choses pareilles. Et voilà. Il est fort, hein. Patrick Balkany, plus fort. Ah non, je suis honnête. C'est le plus fort. On en reparlera tout à l'heure dans le quiz du Gorafi. En attendant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche. C'est shopping. Alors Pablo Mira, c'est toujours à vous. Alors, vous êtes actuellement sur scène, au Théâtre de l'Œuvre, donc, tous les vendredis et tous les samedis, à 21h. Pablo Mira dit des choses contre de l'argent, à ne pas confondre avec Pablo Mira fait des choses contre de l'argent. C'est une autre démarche. Ça, c'est une autre démarche. C'est de l'humour tarifé, votre truc, finalement. Ah bah ouais, il y a un tarif de base, tarif réduit, tarif plein, et puis après, on peut s'arranger, après, si on veut aller au-delà. À partir de combien vous dites des choses drôles? Combien il faut vous donner? Oh, pour 20 €, je peux faire un rappel. Ah ouais. Je peux, c'est pas mal. Affaire conclue. Donc dans ce One Man, vous incarnez un personnage cynique qui donne sa vision de la société, l'argent, les pauvres, le sexisme, l'immigration. Vous êtes très bon. Hein. Merci. Magnéto, Serge. Ouais, je sais, je suis en surjeu, mais on est dans une scène française. La France. Non mais attends, Pablo, t'as quand même du courage de monter tout seul sur scène face aux gens, là, comme ça. Alors déjà, moi, je ne savais pas que la soif d'argent, c'était du courage. Moi, je vous le dis, le petit Africain que je parraine, il fait bien de rester au pays. Hein. D'ailleurs, tous les étrangers sont bien mieux chez eux. On n'a plus les moyens d'accueillir toute la misère du monde. La France n'est pas la mâchoire de Didier Deschamps. Vous savez ce qu'elles disent quand même toutes ces ONG pour justifier la vague migratoire, hein? Elles nous expliquent que ces migrants veulent simplement survivre. Eh ben voilà. Ils ne peuvent pas juste vivre, hein. Ces messieurs-dames veulent survivre. Est-ce qu'on se souviendra de moi comme étant l'un des comiques préférés des Français? Quoi, trop ambitieuse comme question? Bon alors la question, est-ce qu'on se souviendra de moi? Ah, trop ambitieuse aussi? Bon alors la question, est-ce que... Et voilà, Pablo Mira, au Théâtre de l'Œuvre. C'est très bien. Ouais, franchement. Je suis très client de ce genre d'humour. Alors ce personnage que vous incarnez sur scène, c'est un peu celui qu'on retrouve dans vos chroniques de France Inter, dans l'émission Par Jupiter de Charline et Alex. Vous dites un mélange d'Éric Brunet et de Gilles William Goldnadel. Gilles William Goldnadel. Mais parce que j'aime bien leur énergie, ils sont, bon, si vous les regardez un petit peu, ils sont tout le temps énervés, ils sont tout le temps indignés et ils partent au quart de tour. Ouais. Vous avez dit, on sait tous ce que ça donne lorsqu'il y a trop d'individus nuisibles au même endroit, ça donne le plateau des terriens du dimanche. Ouais, je l'ai dit. Non mais c'est pas faux. Alors je sais pas quoi vous dire, hein, parce que Rien, ça rien, c'est une vanne que j'ai prise à Gad Elmaleh. Donc, ah oui, bah oui. Et lui il avait pris à qui, Gad Elmaleh? Oh, un ricain. Ah ouais, voilà, oui. En tous les cas, c'est juste un personnage ou c'est vraiment le fond de votre pensée, ça? Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'interpréter un personnage qui est globalement à l'opposé de ce que je suis. Alors, il y a des sujets un peu plus vie perso sur lesquels on se rejoint, mais après, sur les grands thèmes de société, on est plutôt en miroir avec le perso. En tous les cas, c'est formidable parce que vous êtes la radio numéro 1 aujourd'hui. À France Inter? Oui. Mais moi, j'y suis pour rien. Hein. Ah, si. Ah non, je crois que c'est Demorand, Léa Salamé, Augustin Trapenard. En tous les cas, vous n'avez pas hésité à fêter ça. Magnéto, Serge. Non mais Charline, on est première radio de France, c'est super, mais on reste modeste. Oh non mais Laurence, on a battu RTL, c'est super. Charline, la tête froide, c'est la ligne. Okay. La tête froide, la tête froide. Charline, la tête froide, la modestie, je l'ai toujours dit, les deux valeurs clés de la maison. Je l'ai toujours dit depuis le départ. Dis donc, quand je vous regarde, moi je pense que c'est bien la radio pour vous, pas la télé tout de suite. Hein. Alors, ce qu'il y a de bien avec vous, c'est de temps en temps, vous pétez un câble. Il y a eu un truc dans le quotidien que j'ai trouvé absolument énorme. Ah, et là, vous vous êtes rasé la tête, quoi. Oui, il y a eu un avant et un après, ouais. En termes d'image, c'était pour la vanne. Et le clin d'œil à ta grand-mère. Oh Dieu. Horrible. Non. Je sais pas vu venir, mais elle est bonne.
Et maintenant, on va voir si vous savez démêler le faux du vrai. On va faire un quiz Gorafi ou Figaro. Tout le monde joue, hein, toi aussi. Tournez, tournez, rotative. Alors, il imite Johnny Hallyday en faisant des proutes avec ses mains. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Ah oui, vrai. Ouais, c'est possible. Il décide de donner la moitié de son rein à son demi-frère. Faux. Faux. Vrai, elle a dit. Il perd à la courte paille et rentre à pied de Budapest jusqu'à Castres. Vrai. Info, ouais. Bravo. La photo, je crois que je me suis dit, ça. Bravo, Bilal. Charles, le truc. Parti au Népal pour un voyage d'introspection, il se rend enfin compte qu'il est un connard. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, c'est Gorafi. Ça, c'est Gorafi, ouais, il y a une semaine ou deux. En plein débat sexuel, il grille un feu rouge devant les policiers. Vrai? Vrai? C'est le Gorafi? Non, c'est vrai, bravo. Ah, c'est vrai? D'accord. Des maisons de retraite mettent en place une boîte pour abandonner vos personnes âgées discrètement. Lolo, il a la réponse. Lolo, il a la réponse, je pense. Gorafi. Ils sont bons. Un pigeon flashé en plein excès de vitesse par un radar Ça, c'est une vraie info. automatique. Une vraie info, on l'avait. C'est vrai? Ouais. Bravo. De toute façon, tous ceux qui sont lâchés par les radars sont des pigeons, donc c'était facile. Il meurt juste après avoir acheté une Rolex à 50 ans. Faux. Faux. Oui. Gorafi, monsieur. Gorafi. En cherchant des œufs dans son jardin, il retrouve enfin la trace d'Ophélie. Moi, j'y crois. Fake news. Elle accouche au pied d'une église après avoir accouché de son premier enfant au pied d'un ascenseur. Vrai. Vrai. Oh, ouais. Parce qu'il portait des gilets jaunes, des enfants en sortie scolaire placés 24 heures en garde à vue. Gorafi. Elle est presque aveugle. Pôle emploi lui propose un poste de conductrice de train. C'est une vraie info. Vraie info. Il se masturbe sur son ami alcoolisé qui dort. C'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Alors, pour éviter un nouveau drame national, le gouvernement va installer un détecteur de fumée sur Michel Drucker. Fake news. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous. De rien, merci beaucoup. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Bonsoir les Terriens du samedi. Et bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Sophie Davant. Bilal Hassani. Et Laurent Baffy. Et on continue avec shopping, parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. Bilal Hassani, rebonsoir. Rebonsoir. Alors demain, ce sont les élections européennes. Ouais. Est-ce que c'est aussi important que de voter à l'Eurovision? Non. Non, je rigole, merci. Mais bien sûr, je pense même que c'est un peu plus important. Alors, vous avez terminé 16e samedi dernier, malgré une très belle prestation. Merci beaucoup. Tout le monde y croyait. Eh oui. Et voilà. On vous avait découvert dans Destination Eurovision, donc c'était les sélections. C'est ça. Je pense que l'année prochaine, France 2 devrait faire Destination Branlée. Parce que... vu qu'on s'en prend une tous les ans... Alors vous aviez tout pour gagner. La chanson est bien, le look est bien, les danseuses étaient vachement bien. Magnéto, Serge. And I know I will always be. Je suis free, oui, j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis. Moi je suis le même depuis tout petit.
Et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. You put me in a box for me to be like you. Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. At the end of the day, you cannot change me, boo, I love. Laisse-moi m'envoler, I'm not rich but I'm shining bright. I can see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. Vous avez une assurance incroyable. Merci beaucoup. Mais comment c'est possible, ça? Je m'entraîne à ça depuis des années. Ah ouais. C'était pour mes peluches plutôt que je faisais des concerts quand j'étais petit. Mes tenues étaient faites avec du papier toilette et mes perruques avec des serviettes de bain. Mais D'accord, vous avez commencé très jeune, on va en parler d'ailleurs. Et puis voilà, on a vu arriver les candidats islandais. Alors, à côté d'eux, vous faites hétéro, hein, quand même. Et finalement, c'est un mec avec une chemise et une veste qui a gagné. Alors ça, c'est énorme. Finalement, on peut s'habiller normalement et remporter l'Eurovision. On peut faire ce qu'on veut. Et justement, je pense que cette année, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'excentricité. C'était l'un des seuls qui c'est là où il a été malin. Un petit peu. Il a joué la différence. Parce que tout le monde est déguisé, lui, il arrive, il est normal. Et il gagne. C'était quelqu'un de très gentil. Il avait une magnifique chanson. C'est son premier titre. Et c'était vraiment un amour. Et c'était plutôt clair pour nous depuis le début. On l'a chanté tout le temps, on l'avait tout le temps dans la tête. Donc on savait un petit peu. Ouais, c'est pas grave parce que depuis samedi dernier, tout le monde nous félicite d'avoir perdu. C'est-à-dire, c'est ça la France. Quand quelqu'un perd, on dit c'est pas grave. On est vachement bien quand même. On est champions du monde déjà. Mais alors, vous avez déjà perdu The Voice Kids. Ouais. Vous avez perdu l'Eurovision. Est-ce que vous avez pensé à arrêter les concours? Ah oui. Ah non, mais complètement. Ah ouais. Donc, c'est surtout ma mère, quand on peut plus, elle m'a dit j'en ai marre à chaque fois, on perd des cheveux, on perd du poids, on stresse parce qu'on va, je sais pas. Elle est là, ta maman, hein? Oui, elle est derrière, elle est tout là-bas, ouais, elle est là. cachée. Elle est dans ma loge. Oh non, Laurent! Oh my God. Oui, c'était génial. Moi, c'était un rêve d'enfant. Je regarde l'Eurovision depuis que j'ai 9 ans. Et tout le temps, tous les ans, je regardais, je disais un jour, je vais le faire, un jour, je vais le faire. Et c'est bon, je l'ai fait. Voilà, vous l'avez fait. C'est très bien. Alors, surtout que vous avez un très bel album, il s'appelle Kingdom. Donc, 15 chansons que vous avez composées. Et vous avez coécrit les paroles avec Madame Monsieur, qui était candidat aussi à l'Eurovision, qu'on perdu aussi, hein, comme tous les ans. Je veux dire, il n'y a pas de surprise. Et finalement, vous dessinez le portrait d'un jeune français d'origine marocaine qui n'aime pas suivre les règles de la normalité. C'est ça qui est intéressant chez vous. Ouais, on a souvent voulu me mettre dans une case particulière. Est-ce que j'étais juste l'homosexuel? Comme si c'était obligatoire. Et moi, j'aurais dit... bah non, mais je vais porter une perruque et des baskets et un jog et ce sera moi. Vous êtes singulier, bravo. Voilà, un jeune vivant singulier. Alors, il y a le titre phare que tout le monde connaît évidemment. Il y a d'autres chansons, il y a Fébélec. Alors, c'est une chanson dédiée à un garçon qui n'assumait pas. Ouais, c'était un garçon qui était ouvertement homosexuel, mais qui n'assume pas de sortir avec moi parce que j'étais trop homosexuel. Ah, ça peut arriver, ça. Ça arrive, ouais. Et j'ai jamais osé lui tenir tête, et donc je l'ai fait en chanson. Et voilà. Et c'est une très belle chanson. Et puis il y a Jaloux. Ouais. On regarde à quoi ça ressemble, Magnéto Serge. T'es pas un vrai mec, tu fais trop la meuf. Tu sembles un peu fake, oui, on sent que tu bluffes. Derrière ton sourire, ça se voit qu'il n'y a rien. J'aimerais te voir mourir, tu mérites pas d'être bien. Oh, oh. Et qu'il me les lance, ces mots qui blessent. Jamais je ne baisserai la tête. Je reste fort et je me répète. Encaisse les coups, c'est tous des jaloux. Jaloux, 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 moi je m'en fous. Bravo. Alors, Jaloux, c'est un peu la réponse aux insultes racistes et homophobes que vous subissez. Évidemment, les trolls sur Internet, les anonymes, évidemment, mais aussi des élus. Il y a une conseillère municipale de Saint-Germain-en-Laye qui a tweeté « Bilal Hassani nargue ouvertement les Français. Sa robe de princesse et sa chanson débile sont une insulte à la France, à notre culture vieille de 2000 ans. » Voilà. Vous avez quelque chose à lui répondre, c'est le moment. Hein.
En un mot. Quand même, enfin, c'est des personnes qui sont censées avoir des responsabilités et qui sont censées travailler pour les Français et qu'elle perde son temps à aller analyser mes tenues qui ne regardent personne et qui n'atteignent personne. Je trouve ça, en un mot, triste. Ah! Vous auriez pu lui dire ça. Alors, Bilal, cette différence, vous l'assumez depuis longtemps. Les perruques, par exemple, vous avez 9 ans. Quand vous tombez sur le clip Love Game de Lady Gaga, et ça a été le déclic, ça. Ça a été l'un des déclics. J'ai eu beaucoup de déclics. Je commençais déjà à vouloir avoir des cheveux longs dès très petit, même quand j'avais 4-5 ans. On a encore des vidéos de moi qui couraient partout dans la maison où j'avais juste ma couche et une serviette sur la tête et puis je voulais avoir des cheveux longs comme les princesses Disney et tout. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ce clip, donc je vois Lady Gaga qui s'affirme visuellement et musicalement et je me suis dit waouh, on a le droit, j'ai le droit de faire ça. Ouais, c'est ça, on a le Et droit. le clip de Brassens, t'as pas donné envie de te laisser pousser la moustache? Non, pas encore, mais peut-être un jour. Alors, votre sexualité, vous l'avez assumée très tôt, dès l'âge de 13 ans. À C'est l'âge quand même de le 13 ans, coming ouais. out le plus précoce de l'histoire. Et puis, en vrai, moi, je le sais depuis bien plus tôt que ça. Je me rappelle, j'étais en primaire, je devais avoir 7 ans et j'étais tombé amoureux d'un garçon. Et on m'avait pas encore dit que c'était interdit, donc pour moi, c'était normal. Et puis après, on m'avait expliqué, ah non, c'est pas possible, tu peux pas être amoureux d'un garçon, il faut être amoureux d'une fille. Donc après, j'étais rangé, et puis finalement, à 13 ans... Même à 2 ans, tu le savais. La totote, c'est pas là qu'il fallait la mettre. Et alors, votre mère a été extraordinaire, Amina, elle vous a toujours soutenu. Toujours. Ma maman, elle me laissait faire un petit peu ce que je voulais. Elle m'a pas forcé à faire quelque chose ou quelque chose d'autre. Elle voyait qu'il y avait des choses que j'aimais bien. Par exemple, j'aimais les poupées Barbie. Et donc, j'avais le droit à avoir des poupées Barbie. Elle allait pas forcer la voiture parce que j'allais pas jouer avec de toute façon. Elle voulait juste que je sois heureux. Ben oui. Voilà. Amina. Alors, en 4e, votre meilleur ami révèle que vous avez eu une aventure avec un garçon à l'internat, vous êtes exclu, effectivement. Vous allez voir votre mère pour lui annoncer votre renvoi. Et super cool, elle vous dit, fais la vaisselle. Ouais, elle m'a dit, ok, d'accord, va faire la vaisselle. Et j'étais très, très surpris, parce que je pense que je suis pas le seul, mais quand on a ce genre de choses à annoncer, on se fait la scène plusieurs fois dans sa tête avant. On a très, très peur, on imagine le pire. Et quand la réponse c'est va faire la vaisselle, j'étais même un peu déçu. J'étais vas-y, dis quelque chose. Alors, aujourd'hui, tout va bien? Tout va très bien. Vous êtes avec Naufel? Oh, non. D'où ça sort? Qui est au courant de ça? Moi. Ah, il y a une photo. Oui. Bah, quel mal y a-t-il à ça? Non, il n'y a pas de mal, c'est juste ça me fait bizarre de... Ça va lui faire rire, ça. D'accord. Bah oui, il y a Naufel. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ils viennent d'acheter un lave-vaisselle, je veux dire. Ah non, on fait de la maxi. Bilal Hassani à l'Olympia le 21 octobre et en tournée dans toute la France. Et maintenant, mon cher ami, nous allons faire une interview. Oui, mais. Alors, on va faire une interview, oui, mais. D'accord. Je te dis un truc, mais. Et toi, tu fais ce qu'il y a après. J'ai perdu à l'Eurovision, mais. Je suis très content parce que j'ai réalisé un rêve. J'ai 19 ans, mais. Mais je suis, je pense, très mature pour mon âge. Ah, ça, c'est vrai, oui. Ça, Et tu penses à la chirurgie esthétique déjà? J'en ai déjà fait. Ah bon? J'ai refait toute cette... Non, je rigole. C'est pas possible. Ah non. Hey, il m'a eu dans la main. Ils m'ont bien. Hein, ils viennent nous niquer tous les deux, il est fort. Et j'adore mon look, mais... C'est fatigant, des fois, d'avoir des cheveux dans la bouche. Tu t'en sors bien. Oui. Je porte des perruques, mais... Pas tout le temps. Et ça surprend des gens que je porte pas tout le temps des perruques. Des fois, on me croise sans perruque, on me dit qu'est-ce que tu c'est fais? pas une perruque, ça. Si, c'est une perruque. Non, et on dirait qu'elle... C'est parce que on fait des gros bisous à mon coiffeur Gabi. Ah bah bravo, qui est, Gabi. Gabi. Un tueur. Oh, Gabi. Je suis gay, mais... Mais c'est pas tout. Voilà. Je suis musulman, mais... Je ne le suis pas.
Tintin. En fait, non, je suis issu d'une famille musulmane, mais c'est pas pour autant que... Tu ne crois pas en Dieu, en fait. Je crois en quelque chose, je pratique pas de religion. D'accord. J'ai le soutien de ma mère, mais... J'ai le soutien de mon père aussi. Ah. Ça, c'est scoop. C'est un scoop, ce que tu dis là, parce que tu l'avais pas vu pendant longtemps, j'imagine, non? Je le vois pas souvent parce que mon papa habite à Singapour. Ah oui, d'accord. Ouais, il travaille là-bas. Il t'a soutenu pour l'Eurovision, quand même. Bien sûr. C'est juste que il habite pas avec moi et puis aussi il se montre peut-être un tout petit peu moins, quoi. Mais d'accord. Je suis accro aux réseaux sociaux, mais... Je commence à en avoir marre et j'ai supprimé Twitter de mon téléphone. Non, ah bah oui. C'est le scoop. Mais t'as bien raison, non mais c'est nul. Ouais, j'ai enlevé l'application et donc maintenant je passe par une tierce personne pour parler. Donc maintenant j'ai quelqu'un toujours à côté, je fais tweet ça et puis je vais pas regarder. Très bien. Je suis en couple, mais... Il n'y a pas de mais. Ah, j'adore le sexe, mais... J'ai pas... le temps en ce moment. J'ai une carrière à entretenir. Donc tu sacrifies ta vie sexuelle à ta carrière. Je sacrifie tout à la musique parce que c'est ma première passion. Avant même de savoir que je pouvais avoir des sentiments, j'aimais chanter. Donc ça bien, reste le truc. Tu réponds très bien. Je suis heureux, mais pas tout le temps. T'as des gros moments de flip quand même. Il y a des moments où ça fait peur quand même. Il y avait, je pense... Avant qu'on parte à Tel Aviv, un groupe de gens qui avaient organisé un réseau pour me rechercher et me tuer. Ouais. Donc ça, c'est des va, choses... on était bourrés, oh là là. Ah ouais, mais je m'en fous. Mais est-ce que tu reçois des messages de jeunes qui sont dans ta situation et que tu as beaucoup aidé en t'exprimant et en... Et il y en a beaucoup plus. Je reçois beaucoup de messages de gens qui ont été touchés par le message de Roi, qui ont été touchés par mon album, et dont les deux danseuses qui étaient avec moi à l'Eurovision, Lizzie et Lynn. Lizzie, qui est une danseuse américaine en surpoids, on lui a dit qu'elle ne pouvait pas danser, elle l'a fait quand même. Et Lynn, qui est sourde de naissance, qui n'a jamais entendu un son, qui a dansé avec moi sur scène. C'est pour ça qu'elle a aimé la chanson aussi. On continue le shopping. Sophie Davant, rebonsoir. Bravo. Vous êtes ici ce soir, Sophie, pour vous réjouir du 1,5 million de téléspectateurs quotidiens de votre émission, parfois 2 millions. Affaire conclue. Après vous êtes réjouis de tout ça, vous nous parlerez de votre prime time le 30 mai. Alors, commençons par affaire conclue, la quotidienne. Au départ, c'était une queue de contrat de la société Warner. Il propose un format à France 2, affaire conclue, une émission allemande, animée par un mec qui s'appelle Horst Lietscher, donc. La chaîne a d'abord pensé à Stéphane Bern, qui refuse. Enfin, il fait le pilote quand même. Il fait le pilote, mais il a une émission formidable sur l'Europe, qui fait 5% de part de marché, qui est vraiment exceptionnelle, qui plaît à Brigitte Macron. Et là, il y a quelqu'un qui dit, putain, Sophie Davant. La courgette. Et là, personne n'y croyait. Vous non plus. Alors, pas forcément Vous moi, n'étiez pas mais emballé, en vous n'étiez pas emballé. Hein. Ah non, moi, quand le producteur m'a montré l'extrait de l'émission allemande, j'étais un peu catastrophée, parce qu'il est quand même moustachu avec une chemise à carreaux. Donc, je lui ai dit, pour faire ça, bof. Et il a eu quand même une phrase assez formidable, qui m'a fait adhérer tout de suite. Il m'a dit, non, je veux que tu sois exactement ce que tu es dans la vie. Et voilà. Donc, la courgette. Non mais oui, c'est-à-dire que vous animez ce format allemand avec un esprit français, madame. Il y a beaucoup de fou rire. Ouais. Alors, le pitch de l'émission, c'est regarder des gens vendre de vieilles soupières à 30 € à un sosie de Michel Polnareff. Il y a aussi des pipes à 50 €. Hein. Bien sûr. Bien sûr. On a fait toutes sortes de pipes. Oh, je sais, bien je sûr. sais. Ah, est-ce que vous avez vendu des trucs à vous? Non. Par exemple, un vieux pantalon de Pierre Sled. Non, ni ses chemises à carreaux. Est-ce que vous pourriez vendre mon décor, là? Parce que comment on s'en va, ça nous a coûté un bras. Non. Non. Si. Est-ce que vous pourriez me vendre Baffy? Parce que je sais plus quoi en faire, moi. C'est vrai. Mais j'adorerais qu'ils viennent, Baffy. Regarde cette émission. Baffy passe
passe sa vie sur le Bon Coin. J'adore chiner. À acheter des merdes toutes les nuits. Oui, oui. Il achète des merdes sur le Bon Coin. Pas que sur le Bon Coin, partout. Ah bon, sur eBay aussi. Partout. J'adore chiner. T'achètes quoi? Ah, mais c'est un catalogue à la Prévert. Une fois, j'ai acheté un chien empaillé de 2 mètres, mais un vrai chien. Et je voulais lui redonner vie. Et je lui ai pris un agent, il a fait des photos. Et je voulais qu'il revive, ce chien. Et t'es toujours avec ta femme? Oui. Non. Que j'ai trouvé sur le Bon Coin également, non? Bien sûr. Bref, en tous les cas, voilà. Au départ, c'était pas gagné, et vous en êtes sortis. Ouais. Et vous êtes devenu bankable. Vous dites, je suis bankable et je compte bien en profiter. Bah, ça, on va voir si je suis bankable. Ah, vous êtes très bankable, 1,5 million par jour. On va voir. Quand vous dites, je compte bien en profiter, c'est-à-dire vous avez demandé une augmentation de 200 € ou 300 €? Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, demander d'augmentation sur cette chaîne, ça devient vraiment difficile. Il n'y a pas que là-bas. Mais en revanche, je demandais peut-être une émission qui réunit quelques facettes de ce que je sais faire, pourquoi pas. Vous aimeriez une émission plutôt culturelle un peu? Non, pas forcément culturelle, mais une émission avec du contenu, oui. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur le divertissement, sur le service public, et il me semble que en faisant cette émission Affaires conclues, j'ai prouvé certaines choses dans ce domaine. Absolument. Il y a un journaliste du Parisien qui a demandé au numéro 2 de France Télévisions, Takis Candilis, si vous alliez remplacer Patrick Sébastien. Si ça se trouve, maintenant ça a mis l'idée dans la tête de Takis Candilis, vous allez vous retrouver en train de faire tourner les serviettes ou les projettes avec Michel Thor. Non, mais justement, moi, ce que je souhaiterais, c'est un divertissement. Quand je dis du contenu, où il y ait un peu d'émotion, des surprises, des interviews. Donc, voilà. Donc, je réfléchis à tout ça. Il n'est pas question de remplacer Patrick. Il est irremplaçable. Mais voilà, Patrick je pense qu'il est irremplaçable. Absolument Patrick. irremplaçable. Exactement. En attendant, donc, il y a le Prime. L'émission est délocalisée à L'Isle-sur-la-Sorgue, donc avec Michel Drucker, Sylvie Tellier et Dave. Donc vous êtes partis tous les 4. Et comme toujours, sur France 2, la bande-annonce est top. Magnéto, Serge. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission exceptionnelle d'Affaires conclues, ici à L'Isle-sur-la-Sorgue, dans cet environnement sublime qui est la première foire à la brocante française. Elle a lieu 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Et à soirée exceptionnelle, vendeurs exceptionnels, puisque des personnalités sont venues proposer des objets qui leur sont chers pour soutenir des associations. Michel Drucker. C'est le vélo de Lance Armstrong qui m'a offert à la fin de sa carrière. Sylvie Tellier. Cette bague, je peux pas vous la laisser partir pour 1 000 €, c'est pas possible. Et Dave. Surtout ça vaut cher parce que c'était chez moi pendant 43 ans. Et Michel Drucker, il est parti à combien à peu près? Ah bah, je ne vais pas le dire, il faut regarder l'émission. Ah, d'accord. Bah non, sinon ça va pas Vous d'intérêt. êtes arrivé à vendre Michel Drucker? Ouais. Alors en fait, Sophie, sérieusement maintenant, est-ce qu'il y a déjà eu une affaire conclue avec un candidat? Entre un candidat et moi, jamais. À quoi ça sert de faire cette émission alors? C'est pas faute D'essayer. Non, mais... Est-ce que vous allez sur Tinder? Non. Jamais? Jamais. Ben c'est ce soir. Interview Tinder. Salaud. On commence, donc vous me dites si ça match ou pas. Hein. Allons-y. Serge. Non. Ah bah non, à James Franco, non. Non. Pourquoi? Trop jeune. Il ressemble à Pablo Miras, pour ça, non? On continue, Serge. Non plus. Ah d'accord. Trop musclé. comprendre. Elle n'est pas casée. Attends. Non plus. Aïe. Pourquoi? No Zobin Job. Ah, No Zobin Job. Voilà. Pas mal. Tu peux dire toi aussi, hein, si ça match ou pas. Oui. Serge. Ah, là, brillant. Enfin, non Aïe. pas que les autres ne le soient pas, mais bon. Oui. Beaucoup de charme. Beau Belle gosse, gueule. quand même. Ouais, ça intelligent, pourrait matcher, Très ça. brillant. Ouais, un peu jeune. Bilal, quand ça même. pourrait matcher. Pierre Ninet. Ouais. Ah. On continue, Serge. Moi, non.
Ah bon, pourquoi? Oui, il est plus jeune que mon fils, c'est pas possible. Ah, c'est la limite, ça. Non. Mais je crois savoir que ce jeune est déjà casé, en fait. Bilal, comment tu le trouves, ce jeune? Qui est ce jeune? C'est le fils de Laurent. Ah, d'accord. Et il est très beau. Non. Attention, Serge. C'est Ah, plus Marmaille? Sophie. Non, mais t'as rien compris à mes goûts, en fait. Elle aime les vieux. Non, mais j'aime les vieux. Enfin, ils ont tous 34 ans, là, c'est pas possible. Serge. Oh, quelle horreur. Quoi? Bah, il est vieux, lui. Quelle horreur. Tu voulais un vieux. Il va te refaire la terrasse, lui. Celui d'après. Il est très, très brillant. Voilà, sympathique. Les académiciens, vous vous y connaissez un peu quand même, non? Je sais pas. Elle n'aime pas que les vieux, elle aime les immortels. Ouais, c'est ça, oui. On continue. Non. Non, alors là, ça a été défini. Là, c'est rendez-vous en terrain inconnu. Ouais. Je pose pas la question. Non, tu ne poses pas la question. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Et vous, les chômeurs, ça va bien? Ah, bah oui. Pôle emploi. Oui, je sais. Pôle emploi. Alors, on s'y retrouvera. Je vais dire jingle, d'accord? Dis jingle. Ok, je dis jingle. Jingle. Alors aujourd'hui, mention spéciale, je ne peux pas parler des européennes parce que voilà, j'ai le CSA. C'est la loi que j'influence le vote. Il y a l'Eurovision, les européennes. Chaque semaine, il y a un truc. Pas mal de Français attendent ma position, donc démerdez-vous pour voter sans moi. Je peux traiter l'info de la semaine et évidemment un homme que toute la France suit avec inquiétude et compassion, débranchera pas pour l'instant en tout cas. Thierry Ardisson en désaccord avec la direction de C8. Voilà, il y a du suspense. Pas d'acharnement thérapeutique non plus. Oui, ça a été dit. Autre suspense, bien évidemment, l'affaire Vincent Lambert. Ça nous a tenu cette semaine. La famille se déchire sur la reprise des soins. En tout cas, il y a tellement de business autour de la mort de cet homme que c'est à se demander si c'est pas Laetitia Hallyday qui gère son héritage. Et moi, ce qui m'attriste le plus, c'est qu'on parle finalement beaucoup des parents, mais très peu de Vincent, alors que dans cette histoire, c'est lui qui s'est fait le plus entuber. Ah. Par rapport aux soins. Il n'y a personne à côté, Mais c'est non, chiant. D'habitude, l'explication au voisin, il n'y a plus de voisin. Voilà. Alors finalement, la Cour d'appel de Paris décide de la reprise des soins de Vincent Lambert. Entre nous, si vraiment ils veulent l'endormir, il n'y a pas besoin de sédation. Il suffit de le foutre devant On n'est pas couché, d'attendre que Christine Angot pose une question et à mon avis, il va y passer. Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. Je dis oui. Autre procès de la semaine, Balkany. Ah, ça c'est plus rigolo. Blanchiment et corruption. Pour l'acte 2 de son procès, encore du blanchiment. Après le blanchiment d'argent, c'est du blanchiment de fraude fiscale. Balkany blanchit tellement qu'on va finir par le prendre pour le chirurgien de Michael Jackson. Et politique encore, c'est un article dans Le Monde qui est assez marrant. Des parents qui ont toujours voté à gauche ont découvert que leur ado était de droite. Et l'intéressé a répondu sur Twitter: Manuel Valls, désolé maman, désolé papa. International, un milliardaire américain rembourse les prêts de 396 étudiants à Atlanta. C'est une super initiative. Et en France, si les étudiants veulent recevoir l'aide d'un milliardaire, ils ont intérêt à se déguiser en cathédrale et à s'immoler. Par rapport à Notre-Dame. Par rapport à Notre-Dame, bien sûr. En Belgique, c'est chez moi. La Belgique pourrait bientôt sanctionner les parents qui imposent le véganisme à leurs enfants. Alors ok, c'est extrême, mais franchement, entre nous, on ferait n'importe quoi pour qu'Émeric Caron ne vienne pas s'installer chez nous. Retour en France, plusieurs centaines de sans-papiers envahissent l'aéroport de Roissy. Des sans-papiers qui se rendent massivement de leur propre volonté dans un aéroport. Le rêve d'Éric Zemmour se réalise enfin. Télévision Game of Thrones, la pétition pour refaire la saison 8 passe le 1 million de signatures. Oui, on peut faire ça, donc moi aussi je lance une pétition pour refaire la saison des Terriens du samedi, éventuellement. Et j'espère qu'on aura quelques signatures.
Télé encore, c'est les Pays-Bas qui remportent l'Eurovision. Hein. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais je... Non. Non. Mais alors, l'info, c'est que l'année prochaine, le concours aura lieu aux Pays-Bas. On a donc évidemment notre candidat français qui est déjà prêt. L'idée de faire un aller-retour à Amsterdam l'enthousiasme terriblement. C'est drôle. Parce que par rapport à la drogue, bien sûr. Passons au décès de la semaine. Alors d'abord, l'ancien pilote autrichien Niki Lauda nous a quittés, légende de la Formule 1 et rescapé d'un terrible accident. Il est décédé à 70 ans. Alors je suppose qu'il n'a pas choisi d'être incinéré, ça lui rappellerait le boulot. Oui, Je l'adore. Et l'autre décès, c'est Grumpy Cat. Alors moi, je ne le connaissais pas, j'ai découvert, c'est le chat boudeur, star d'Internet. Oui, il nous a quittés malheureusement. Il était connu sur Internet comme étant le chat le plus ronchon du monde. Et il a son remplaçant qui est déjà prêt. Voilà, Jean-Luc et au taquet. Elle est bien, Culture, Alain Delon a reçu une palme d'or d'honneur et il a déclaré « C'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant ». C'est comme s'il avait reçu le Vincent Lambert d'honneur. Et c'est déjà pas mal. Oui, petit running gag. People, Hugo Clément et Nicolas Hulot feront leur rentrée sur France Télévisions. Ça fait plaisir de savoir que certains auront du travail à la rentrée. Santé. Les Français plus nombreux que jamais à souffrir de troubles de l'érection. Eh bien, je vais vous dire, en tant que Belge, je me sens donc vraiment utile dans ce pays, si je peux dépanner. Sport, NBA. Un ancien joueur a utilisé un faux pénis pour déjouer un contrôle antidopage. Une annonce qui a aussitôt déclenché des réactions sur Twitter. Celle de Lance Armstrong. Moi, c'était des fausses couilles. Allez, c'est l'heure des brèves. Aux Pays-Bas, un conducteur ivre s'endort dans sa Tesla en pilotage automatique. Une nouvelle qui a fait décoller les ventes de Tesla en Bretagne. Et justement, c'est un Breton qui a gagné la plus belle coupe mulet d'Europe. C'est un concours organisé en Belgique. Une fois de plus, vous venez nous piquer une coupe chez nous, saloperie de français. Et en même temps, les Bretons, ils ont une belle expérience en matière de coupe de cheveux difficile à vendre. Dans les Landes, il copie la plaque d'immatriculation de son voisin et passe en trombe devant un radar. C'est marrant, on va pas se mentir, on aimerait être invité à la prochaine fête des voisins. Et la dernière, celle-là, elle est bonne. Un sommelier sert par erreur une bouteille à 5 000 €, alors qu'ils avaient commandé une bouteille à 260 €. Ne payez que 260 € pour recevoir quelque chose qui vaut 20 fois le prix. À mon avis, les clients, c'était les patrons de C8. C'est cadeau. On s'en fout, on est viré. Culture. Chaque semaine, je propose de faire une visite culturelle. Dépêchez-vous, c'est jusqu'à demain. C'est un grand photographe chinois, Ren Hang, une star de la photographie exposée à la Maison européenne de la photographie de Paris jusque demain. Donc, l'idée qu'une exposition lui soit consacrée, ça aurait pu lui mettre des papillons dans le ventre. S'il ne nous avait quittés, Ren Hang ne pratiquait la photo que 9 ans, juste avant son suicide en 2017, à l'âge de 29 ans. C'est le Kurt Cobain de la pellicule. Ces photos sont d'un érotisme torride, donc les enfants, peut-être, il est l'heure d'aller au lit. Mais nous, on va s'en regarder quelques-unes, parce qu'elles sont sympas. Déjà, on voit tout de suite qu'il ne fait pas poser que des thons, il fait aussi poser des poulpes. Et celle-ci, ici, de morue. Et je parle bien sûr du poisson. Autre exemple, voilà. Ouais, c'est beau, c'est vachement beau. Le modèle a l'air un peu plus pincé, mais c'est toujours des modèles asiatiques. Hein, donc ça explique pourquoi Yann Moix est parti pêcher. Des modèles là-bas, il y a souvent des animaux. Voilà, ça c'est clairement une. Ouais, c'est une photo un peu cochonne, je vous avais prévenu. Balance ton porc, enfin la moitié. Une photo, ouais, c'est très beau. Une photo plus engagée ici, une critique acerbe de la politique de Christophe Castaner. Les gilets jaunes, puisqu'on voit un pan dans l'œil. Et. C'est magnifique. C'est vrai. Et ici, vraisemblablement, une femme sourde et muette, puisqu'elle s'exprime en langue des signes. J'ai vu que tu l'as vu arriver. Explique ou pas? Non, celle-là, elle est bonne, je crois. Et ici, elles sont plusieurs, 3 filles prétentieuses, qui pètent plus haut que leur cul. Et ce qui nous permet d'enchaîner sur la suivante photo que j'aurais envie de rebaptiser la confiance. Faut vraiment espérer que tes copines n'aient pas fait une soirée cassoulet la veille. C'est très beau. C'est très très beau. Pas compris. Pas compris. Autre photo, vous allez aimer, voilà, on le voit. L'esthéticienne de Zaz était en vacances. Ou ici, Jane Birkin en pleine mammographie. Les mains, c'est un thème qui revient souvent. Sur cette très belle photo, Ren Hang avait bien compris que pour trouver le point G, il fallait s'y mettre à plusieurs.
Mais dans son travail, il y a aussi surtout de la poésie. Hein, oui, cette tulipe qui lui pousse dans l'oignon. C'est de la poésie ou une MST ramenée de Hollande. Mais voilà, peut-être même par lui. Lui, cet homme qui fait tout pour montrer sa tige à la madame. Karen Hang photographie aussi des hommes, bien évidemment. Des hommes qui prennent leurs pieds, comme on le voit. Oui, vous avez été choqué, alors Karen, je sais pas sur celle-là. Et on reconnaît ici, voilà, la sextape de Christophe Barbier. T'as bien compris. Bravo. Ou ici, la fameuse fellation végane que je conseille. Terminons par ma photo préférée de Reine Hang, car c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Parle à mon cul, ma tête est malade, puisque c'est le dernier artiste, Thierry. Bravo, à bientôt. bravo. Voilà, c'était Alain Vizorek. Je vous laisse avec les Chevaliers du Fiel sur C8. À la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.